Bonjour, aujourd'hui on va voir une formule incontournable dans l'étude du déterminant, c'est la formule de Binet-Cauchy. On peut voir cette formule dans Histoire hédoniste de groupe et de géométrie, le tome 2 de 2015. Le groupe avait de 600 pages. Voilà, c'est dans le chapitre 1. Bon, donc c'est pas la peine de se taper toutes les 600 pages. Le théorème de Binet-Cauchy dit la chose suivante. Si on prend deux matrices A et B, bon, rectangulaires mais multipliables, alors on peut regarder les mineurs du produit AB. Alors multipliable parce qu'il y a le même L ici, donc ça c'est une matrice à K ligne L colonne, et là L ligne M colonne B. Alors on peut regarder, on choisit un certain ensemble de lignes et un ensemble de colonnes, qui ont même cardinal, pour pouvoir construire dans AB une sous-matrice carrée dont on prend le déterminant, ça s'appelle un mineur. Eh bien, le mineur IJ de AB, c'est la somme pour toutes les parties d'un ensemble à L éléments, de 1 à L, et de cardinal R, de delta IK, donc les parties je les appelle K, de delta IK de A, delta KJ de B. Voilà. Bon. Et R, c'est le cardinal commun de I et de J pour pouvoir évidemment construire des mineurs. Voilà cette jolie formule. Alors on se rend compte qu'on peut se ramener à une situation un petit peu plus simple qui est ici. Qu'est-ce qu'on fait? On change A en A restreint juste à ces lignes numérotées par I. De même, on change B en transformant B, on se restreint à B limité à ces colonnes qui sont indexées par J. Et là, dans ce cas-là, maintenant, comme I et J sont cardinal R, eh ben, on va avoir une matrice RL, et pour B, une matrice LR, ce qui fait que quand on va multiplier, on va avoir une matrice RR, et là, ce n'est pas le mineur, on prend carrément le déterminant, ce mineur devient le déterminant, une fois qu'on s'est restreint, I restreint et J correstreint, eh bien, on a le déterminant de AB, et la formule dit que le déterminant de AB, c'est la somme sur toutes les parties de 1L à R éléments, qu'on appelle K, du mineur. Alors on prend toutes les lignes maintenant, cette fois-ci de A, et les colonnes de A indexées par K, et là on prend les lignes de B indexées par K, et on prend ici toutes les colonnes de B, et on fait le produit des mineurs. Et c'est la somme de ça. Alors cette formule de Binet-Cauchy, on la connaît déjà dans des situations extrêmes. Regardez ici, si je prends pour A et B, deux matrices avec R égale L, alors dans ce cas-là, on a tout simplement un seul terme, puisqu'il n'y a qu'une seule partie à R éléments dans un L, puisque R égale L, et là, on va avoir det de AB égale det de A fois det de B. Bon, formule illustritive. Deuxièmement, ici, si R égale 1, je vais le reprendre ici, d'accord? Si on est dans le cas R égale 1, alors ici, le cardinal de I et le cardinal de J, c'est 1. Ça veut dire que ici, c'est juste le coefficient IJ de AB, du produit AB. Et on sait que le coefficient IJ du produit AB, c'est la somme pour K égale 1 à L, ici, de petit a indice I, K, petit b indice KJ. Bon, ça c'est la définition de la multiplication de deux matrices multipliables. Alors ça veut dire que la formule de Binet-Cauchy, elle fait le pont entre deux formules connues, la définition de la multiplication de deux matrices et la propriété fondamentale du déterminant. Alors, histoire de se fixer des idées, on prend A, cette matrice-là, donc R est égal à 2, ici, et L est égal à 3, et B, cette matrice-là. Donc quand on fait le produit de ces deux matrices, ça fait cette matrice. Maintenant, j'affirme que le déterminant de cette matrice, donc c'est cette formule-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir toutes les parties K
à 2 éléments dans un ensemble à 3 éléments ici. Donc je vais commencer par ça, ensuite ça, et K, là, K va fixer les colonnes choisies de A, puis le même K fixe les lignes choisies de B. D'accord ? Donc quand je fixe ça, quand je fais ça, etc. Donc ça me fait cette formule-là. Donc vous pouvez voir par exemple ici j'ai 1, moins 2, moins 1, 1, et ici je vais avoir moins 3, 2, 1, moins 1. Ensuite je vais prendre 1, moins 2, 2, moins 3, 1, moins 2, 2, moins 3, et là je vais prendre moins 3, 2, 1, 1. Voilà. Donc on développe ça, et on a évidemment 3 termes, hein, c'est 2 parmi 3, et donc ça va nous faire cette formule-là, hein, et on vérifie que moins 2, ça fait moins 1, moins 5, plus 4. Ça marche. Bon, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est donner une preuve avec un minimum de calcul. C'est-à-dire en utilisant au maximum les structures qui sont à notre disposition. En gros, c'est ça, l'algébriste, c'est quelqu'un qui est calculophobe et structurophile. D'accord ? Et on va juste regarder quel est, en quelque sorte, le squelette de cette formule-là. Et on va juste démontrer le squelette, et on va montrer que les structures permettent de ramener cette formule au squelette. Alors je vais commencer par un exemple que tout le monde doit savoir faire en maths au niveau master, c'est-à-dire la preuve du développement du déterminant triangulaire par bloc, hein, que c'est juste le produit des déterminants des blocs diagonaux. Alors, allons-y, c'est juste pour se mettre en jambe, hein, une petite mise en jambe. Regardez, on va montrer que ce déterminant-là, hein, par bloc, c'est le produit du déterminant de A par le déterminant de B. Alors, où A, c'est une matrice de taille R, carré de taille R, évidemment. Alors, on le fait, alors bien sûr, hein, que ce soit la formule de Miné-Cauchy ou cette formule-là, on peut le faire de manière calculatoire avec, en dégainant la grosse formule du déterminant comme somme indexée par des permutations de epsilon de la permutation fois un certain produit de coefficients. Bien, on peut le faire, mais ce qu'il y a, c'est quand on fait ça, on n'en sort pas forcément grandi, alors que bon, la structure permet de mieux comprendre la validité d'une formule. Bien, alors ici, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va regarder ça, on va regarder le membre de gauche et le membre de droite comme des fonctions, en quelque sorte en A, mais plus précisément comme des fonctions en les R vecteurs de A, parce que les R vecteurs, colonnes de A. Donc effectivement, hein, on regarde, A est constitué on peut le voir, A en tout cas, comme constitué de R vecteurs colonne de KR, et donc F, donc c'est le membre de gauche, ici, on fixe B et C, hein, B et C sont des matrices fixées, hein, B une matrice carrée, puis C qui doit adapter ses dimensions A et B, et on a F qui va de KR croix KR croix KR R fois, dans K, d'accord, qui au R vecteur colonne de A associe ce déterminant. Et pareil, on fait pour G, même chose, mais cette fois-ci, on associe le produit du déterminant de A par le déterminant de B. Bon, il faut montrer que F est égal à G. Mais, c'est là où je veux parler de structure, c'est qu'on va regarder cette égalité comme une égalité de structure. Alors, commençons par G. G, on le sait, c'est quelque chose qui est proportionnel, puisque B est fixé, hein, c'est proportionnel au déterminant. Bon, alors ça, on le sait, c'est dans la leçon, c'est ce qui doit figurer au tout début d'une leçon sur le déterminant. G est une fonction, une forme, puisque ça va dans le cas, R linéaire alterné. Donc là, il n'y en a pas beaucoup, hein, vous voyez, des comme ça. Et F, si on doit bien regarder F, aussi, elle est R linéaire. Ah oui, c'est R linéaire, parce que quand on a des combinaisons, on fait des combinaisons linéaires ici, ça donne les mêmes combinaisons linéaires ici, parce qu'on a un 0 là, d'accord?
Et comme ce gros déterminant-là, lui, il est linéaire en particulier, il est linéaire en ces colonnes-là, parce qu'il est linéaire sur toutes les colonnes. Bon. Donc là, il n'y a pas de souci. On n'a que F et R linéaires. Maintenant, alterné, ben oui, parce que si on a égalité de deux colonnes, alors on a égalité de deux colonnes sur A, alors on a égalité des deux colonnes sur la grande matrice. Et donc, par les propriétés du gros déterminant, ben, ça fait 0. Donc, F est aussi une application R linéaire alternée. Ce qui fait que F et G, on le sait, c'est un théorème, sont proportionnels. Alors, proportionnel, il suffit de regarder la constante de proportionnalité, et c'est là où, c'est ce que je vais appeler ici le squelette de la formule. Le squelette de la formule, c'est qu'on a égalité pour A égale l'identité de taille R. Effectivement, si je regarde G de l'identité de taille R, ben là, ça fait 1 fois déterminant de B, donc voilà. Et si je le fais ici, ben, si je mets l'identité, ça revient à mettre que des 1 ici, d'accord, tac, tac, tac. Et là, on connaît le développement par rapport à une colonne. Hein, ici, par récurrence, on montre que ça fait à la fin le déterminant de B, hein, ici. Voilà, hein, donc on a égalité, ce qui fait que F et G sont carrément égales. Donc voilà, structure et squelette, ici, et on comprend mieux les formules qu'on fait. C'est exactement ce qu'on va faire pour la preuve de Binet-Cauchy, mais la structure va être un petit peu plus délicate. Allons-y sur cette preuve. La preuve du théorème de Binet-Cauchy structuraliste. Bon, alors dans H2G2, on l'a fait avec Jérôme Germoni, bon, de façon calculatoire, et c'est vrai que si c'était à refaire, je le ferais plutôt comme ça. Alors regardez, on va regarder le membre de gauche, ici, d'être de AB, comme une fonction en les lignes de A et les colonnes de B. D'accord ? Et pareil pour le membre de droite, comme les fonctions en les lignes de A et les colonnes de B. Alors ici, j'appelle petit b la première fonction, comme Binet, et celle-ci, c'est comme Cauchy, évidemment. Donc c'est des fonctions, regardez, on voit B et C comme des formes, de KL, parce que les lignes de A et les colonnes de B sont des éléments de K puissance L, hein, et il y en a R ici, R et R là. Donc c'est une fonction de KL croix KL R fois, croix KL croix KL R fois dans K, donc c'est une forme, et on va regarder B et C comme des formes sur cet immense objet. Alors d'abord, est-ce que c'est multilinéaire? Oui, pourquoi? Parce que les coefficients IJ de AB, qu'est-ce que c'est? C'est finalement la ligne I de A fois la colonne, comme ça, de B, qu'on multiplie selon la règle de multiplication d'une ligne et d'une colonne. Bien, alors, donc ce qui fait que, ici, vous voyez bien que c'est linéaire en chaque ligne I de A, et là, c'est linéaire en chaque colonne de B. Donc, on a la multilinéarité. Donc ça, c'est fantastique. Et est-ce que c'est alterné? Alors, faut pas trop rêver, ça va pas être alterné, mais regardez, on peut quand même tirer quelque chose. C'est alterné en les R premiers vecteurs. Pourquoi? Parce que si... Ça veut dire quoi, alterner? D'abord, alterner, ça veut dire que si on a répétition de deux vecteurs parmi ceux-là, alors la fonction est nulle. Oui, si on a répétition de deux vecteurs parmi ceux-là, d'après cette formule-là, encore une fois, on va avoir répétition de deux vecteurs dans AB. En gros, si on a répétition dans deux lignes de A, eh bien, on va avoir répétition sur les deux mêmes lignes correspondantes à AB. Bon, mais dans ce cas-là, le déterminant est nul, parce que le déterminant, lui, c'est alterné. Donc, ça veut dire, finalement, que dès qu'on a répétition de deux vecteurs ici, ligne de A, on a annulation de la fonction. Et même chose pour C, exactement pareil, parce qu'ici, on aura 0 pour tous les termes, donc la somme des zéros, ça va faire 0. Et on fait pareil pour B, ce qui veut dire que les fonctions petit b et petit c
sont non seulement multilinéaires, mais en plus semi-alternés en les R premiers vecteurs et les R derniers. Donc, bon, on n'a pas pu avoir alterné, il ne faut pas rêver, mais on a quand même une belle structure, et on va s'arrêter là sur la structure, parce que maintenant on peut travailler avec une structure et obtenir un squelette assez fin. Alors, regardez, d'abord on va utiliser la multilinéarité, en disant que les lignes, eh bien, elles s'écrivent en fonction de la base canonique de KL, que j'appelle les EJ ici. La ligne I de A, c'est une combinaison linéaire des EJ, pour J allant de 1 à N. Et donc, on peut se ramener à, finalement, pour les lignes, à juste R éléments, ici, ces R éléments, on peut les prendre dans la base canonique de KL, et forcément distincts, parce que c'est alterné. Donc, s'il y a une égalité, eh bien, on aura 0 à gauche et on aura 0 à droite. Donc, c'est pas la peine de vérifier. Donc, ici, on va avoir des éléments distincts, d'accord? Et là, pareil, il suffit de vérifier la formule juste pour des éléments distincts, ici, de la base canonique. Alors ici, bien sûr, les mêmes là. Il faut vérifier que B est égal à C. C'est vraiment du théorème fondamental de l'algèbre linéaire, qui dit que deux applications linéaires sont égales si et seulement si elles sont égales sur une base. C'est exactement la même chose. Bien. Alors maintenant, je peux aussi non seulement dire qu'ils sont distincts, mais je peux les ordonner. Parce qu'on sait que quand c'est alterné, eh bien, c'est antisymétrique. C'est-à-dire que quand je fais des permutations, comme ceci, entre les JI, eh bien, on multiplie à chaque permutation par -1. Et il va y avoir évidemment les mêmes multiplications par -1, les mêmes permutations ici que ici, et les mêmes permutations ici que ici. Ce qui veut dire que je peux carrément maintenant avoir un squelette beaucoup plus fin encore, c'est-à-dire de regarder juste les éléments distincts, mais aussi ordonnés, comme ceci. Alors ici, c'est ordonné aussi, je ne l'ai pas mis. Voilà. Alors donc, je vais appeler à J. Donc J, c'est un ensemble d'indices comme ça ordonnés. I, c'est un ensemble d'indices ici ordonnés. Donc par exemple, pour J est égal à 2, 3 ici, et I est égal à 1, 3. D'accord? Voilà ce que je vais appeler AJ. D'accord? Donc je regarde les lignes, mais juste pour la base correspondant à 2 et 3, et ici pour la base correspondant à 1 et 3. D'accord? Voilà, donc je définis comme ça AJ et BI, et donc ce que je dis, c'est qu'il suffit, c'est le squelette, il suffit de montrer la formule de Binét-Cauchy pour AJ et BI, pour tout I et J, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Donc il faut montrer que le déterminant de AJBI est égal à cette somme-là, pour la somme pour tous les cas de delta K de AJ, delta K de BI. D'accord? Donc on va regarder, on va faire comme on a fait tout à l'heure, donc pour K ici, ensuite K là, etc. Mais le déterminant de AJBI, vous voyez bien que c'est delta JI, parce que AJBI va être égal à l'identité si J égale I, et va être égal à quelque chose de rang plus petit si J est différent de I. De rang, le cardinal de l'intersection de J et I. Ça, vous le voyez facilement. Ce qui fait que le membre de gauche, c'est delta JI. De la même manière, ici, c'est delta JK, et ici, c'est delta KI. Donc, il suffit de montrer, maintenant, le squelette de la formule de Binet, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est juste cette formule, delta JI égale à la somme pour tous les cas de delta JK fois delta KI. Et ça, c'est évident. Si J est égal à I, eh bien, il n'y aura qu'un seul terme, donc ici, on aura 1, et là, tous les termes seront nuls, sauf pour K égale I égale J. Et si I est différent de J, ici, on aura toujours 1, 0, soit là, parce que K pourra jamais être égal à la fois à J et I, et donc on aura la somme de termes nuls. Et donc finalement, c'est 1 égale 1 et 0 égale 0. Voilà. Donc pour conclure, on a obtenu une preuve
structurophile, calculophobes. Je comprends parfaitement que des gens préfèrent prendre le taureau par les cornes et faire le calcul. Et c'est même probablement plus tacite. Disons, on écrit les calculs, il n'y a rien à dire. Mais là, je trouve qu'on comprend mieux. Hein. Voilà, on va s'arrêter là et on verra une application bientôt hein, au polynôme caractéristique.